Salut les élèves! Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule, en fait, simplement pour vous expliquer la théorie qui se retrouve dans votre cahier mathématiques P103. Donc, on va faire vraiment le tour de ce qui est important. Si jamais il y a certains éléments qui est plus difficile pour vous, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous envoyer un document. J'ai aussi créé un document qui explique. Donc, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Tout d'abord, allons voir c'est quoi les 8 concepts qui se retrouvent dans votre cahier en général. Il y a ici le inclusion-exclusion, qu'on va aller voir un peu plus en détail après, la description d'un ensemble en extension, en mots ou à l'aide d'un diagramme de Venn, les nombres naturels, entiers et rationnels, les types de caractères, les tableaux, les diagrammes à bande verticale et horizontale, les diagrammes à pictogrammes et la moyenne. Ce sont donc tout ce qu'il faut retenir pour ce cahier. Commençons avec ces petits symboles-là. Donc, vous les voyez ici, c'est comme un C, si on veut, avec une petite barre en dessous. Celui-là, il veut dire qu'il est inclus dans ou est un sous-ensemble de. Et à l'inverse, celui qui a une barre dedans, c'est le contraire, ce qui n'est pas inclus dans et qui n'est pas un sous-ensemble de. Si on regarde bien l'exemple ici, on a comme deux ensembles. On a l'ensemble A, 1, 2, 3, 4, 8, et l'ensemble B, 1, 2, 3. Donc, on peut dire que le B est inclus dans l'ensemble A, parce que tous les éléments de B se retrouvent dans l'ensemble A. Mais on ne peut pas dire que A est inclus dans B, ça serait faux. Donc A n'est pas inclus dans B parce que, voyez-vous, dans le B, il manquerait le 4 et le 8 pour que ça soit possible. Si je continue, puisque les autres, ces éléments-là, se ressemblent. Le E, c'est appartient à ou est élément de, tandis que le E, avec une petite barre dedans, n'appartient pas et n'est pas un élément de. Comme j'aime bien dire à mes élèves, souvent, celui qui est comme ça, c'est comme un oui, tandis que celui qui a une barre, c'est le non, si on peut résumer un peu. Voici l'exemple. Dans l'ensemble A des animaux, il y a chat, chien, oiseau, loup et éléphant. Donc, la pomme, par exemple, n'appartient pas à l'ensemble A. Vous êtes d'accord avec moi? Une pomme, c'est pas un animal. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans l'ensemble A. Tandis que le chat se retrouve dans mes accolades. Il fait donc partie de l'ensemble A, donc il appartient à l'ensemble A. C'est comme ça qu'on pourrait lire ces petits symboles. Ensuite, si on continue, on va passer avec l'ensemble en extension et en mots. Je vais vous donner une courte définition. En extension, en fait, c'est que tu vas placer tes éléments, tes données, peu importe, entre deux accolades. Ça, c'est hyper important. Quand vous venez faire un ensemble en extension, il ne faut pas les oublier. Il faut toujours les mettre. Comme je l'aime bien vous dire en classe, ça se peut qu'ils ne soient pas parfaits. On s'entend, des fois, on n'est pas tous bons à faire des dessins, comme on appelle. Donc, tant qu'ils sont là, c'est ça qui est important. Ensuite, ensemble en mots, en fait, c'est tout simplement d'expliquer la lettre que vous avez choisie, qu'est-ce qu'elle veut dire. Vous allez devoir l'expliquer en mots pour que ça soit plus clair. Si on vient avec l'exemple, ça va être plus simple. Ici, j'ai en extension, j'ai le C, j'y mets mon accolade, la vaisselle, four, fourchette, couteau, table, chaise, mon accolade. Là, dans le fond, si je regarde ça, c'est bien beau, mais j'ai aucune idée de ce que veut dire mon C. Alors, c'est pour ça qu'on vient l'écrire en mots, pour mieux comprendre. Donc, l'ensemble C qui représente l'ensemble des objets qui se retrouvent dans la cuisine. Et voyez-vous, on n'a pas utilisé n'importe quelle lettre. Ça aussi, c'est important. On a utilisé la première lettre du mot cuisine. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a mis le C pour cuisine. Si je poursuis, je peux aussi faire un diagramme de Venn à partir des mêmes informations. D'accord? On a repris exactement les mêmes. C'est la vaisselle, four, fourchette, couteau, table, chaise. Donc, pour créer mon diagramme de Venn, voici les 3 étapes qu'il faut suivre. Tout d'abord, on trace notre cercle. Deuxième étape, on vient placer le C pour cuisine à l'extérieur du cercle. Ça, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. On vient le placer ici. Et la dernière étape, on vient tout simplement placer les éléments qui sont dans les accolades à l'intérieur de mon cercle. Et mon diagramme de Venn est terminé. On poursuit. Maintenant, les nombres naturels, entiers et rationnels. Comme vous voyez, il y a les lettres entre parenthèses, c'est important de les retenir, puisque dans une évaluation ou peu importe si vous lisez des textes en mathématiques, c'est possible que vous trouviez seulement la lettre et non le mot au complet. Donc, c'est important de bien comprendre. Donc, le N pour naturel, Z pour entier, Q pour rationnel. Donc, si on vient expliquer
c'est quoi ça, ces nombres-là? Eh bien, le nombre naturel, moi, j'aime bien dire que c'est tous les nombres complets ou tous les nombres pleins qui sont positifs. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Quand je dis complet, c'est qu'on ne pourra pas retrouver des nombres à virgule ici. Ça va être vraiment que des nombres pleins. Et sinon, les nombres entiers, c'est tous les nombres complets positifs, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans les naturels, on les retrouve aussi dans les entiers, mais ici, on ajoute aussi les négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à l'infini une fois de plus. D'accord? Donc, c'est tous les positifs, tous les négatifs, pleins. Et finalement, les rationnels, ce sont tous les nombres naturels. Donc, tous les nombres qui sont ici se retrouvent là. Tous les nombres qui sont entiers se retrouvent dedans aussi. Mais ici, on ajoute les décimaux. Les décimaux, c'est quoi? C'est tous les nombres à virgule. Et les fractions qu'on ajoute aussi. Donc, si on regarde bien un exemple, vous voyez le petit schéma ici. Donc, on a tous les nombres naturels, tous les nombres entiers et tous les nombres rationnels. Voyez-vous? C'est comme une inclusion. Donc, tous les nombres naturels, comme je vous disais, se retrouvent dans les nombres entiers et dans les nombres rationnels. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une façon visuelle de mieux comprendre le concept. Je poursuis. Les types de caractères. Parfois, vous voyez ça dans votre cahier, on vous demande là, quel est le caractère là, de ton tableau. Mais là, si vous ne savez pas c'est quoi un caractère, des fois, c'est plus difficile à répondre. Dans le fond, ce qu'on entend, c'est est-ce que c'est quantitatif ou est-ce que c'est qualitatif? La différence entre les deux? Bien, quantitatif, moi, le truc que je vous donne, c'est penser à une quantité. Hein? C'est un mot de même famille, quantité, quantitatif. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ça va être un nombre. Hein? Vous allez avoir il va être obligé d'y avoir des nombres. Tandis que qualitatif, c'est des mots. Hein? Comme une qualité, mais ça va toujours être un mot. C'est vraiment, on y va avec le sens des mots. Ici, je vous donne deux exemples. Par exemple, on dit, tu dois écrire l'âge de 2 des élèves de ta classe. Marie-Hélène a 35 ans et Étienne a 20 ans. Tu écriras 20 et 35. On est d'accord? C'est des chiffres que vous allez écrire. Donc, c'est de données quantitatives puisque ce sont des nombres. Ensuite, tu dois écrire la couleur des cheveux de tes enseignants. Valérie a les cheveux châtains et Roxane a les cheveux bruns. Tu écriras châtain et brun. Ce sont donc des données qualitatives puisque ce sont des mots. Super, on poursuit. Les tableaux de caractères d'effectifs et de fréquences. Il existe 3 sortes de tableaux. Mais peu importe le type de tableau, ici, je vous ai mis une petite aide-mémoire parce que c'est hyper important de respecter ces règles-là. Premièrement, on va toujours devoir mettre un titre à notre tableau. Hein. Parfois, ça, les élèves, vous l'oubliez, puis malheureusement, dans l'examen, ça peut vous valoir des points puisque c'est un élément important. Tu dois faire aussi au moins 2 colonnes. Quand on parle d'un tableau d'effectifs ou de fréquence, il va y avoir toujours 2 colonnes. Par contre, quand on parle de caractères, il va en avoir plusieurs. Et aussi, tu dois mettre des sous-titres à tes colonnes. Ça, c'est hyper important de ne pas les oublier aussi. Je vous montre plus en détail. Ici, on a un tableau de fréquence, d'accord? C'est par exemple, tu as pris un dé, tu l'as brassé 50 fois et là, tu ressors les résultats. Donc, tu as eu 8 fois le D1, 6 fois le D2, etc. Donc, vous voyez, mon titre est bien présent et mes sous-titres sont là aussi. Donc, tous les éléments importants sont dans mon tableau. Et souvent, vous me demandez, c'est quoi ça, une fréquence? En fait, une fréquence, c'est le nombre de fois où tu as obtenu le même résultat. Hein, la fréquence, ça veut dire, j'ai obtenu 8 fois le 1, j'ai obtenu 6 fois le 2, donc c'est vraiment le nombre de fois où c'est le même résultat qui est ressorti. Ensuite, nous avons le tableau d'effectifs. Le tableau d'effectifs, par exemple, ici, on a le nombre de bénévoles présents au centre au cours de la semaine. D'accord? Alors, on a notre titre qui est ici, on a nos sous-titres, on a par exemple le jour de la semaine et le nombre de bénévoles qui sont venus. Et là, on se dit, d'accord, mais c'est quoi la différence avec la fréquence et l'effectif? C'est quoi ça, un effectif? L'effectif, c'est simplement des données qu'on a recueillies lors d'une étude. Hein? Donc, la différence, c'est que quand on parle d'une fréquence, c'est une répétition, tandis qu'un effectif, c'est vraiment juste un nombre quelconque qu'on a ressorti. Un tableau de caractères maintenant. Dans le tableau de caractères, en fait, comme je vous disais, il va y avoir plusieurs informations. Donc, je vous mets une mise en situation pour vous aider à mieux comprendre. On dit, Étienne a décidé de noter la température et les millimètres de pluie pendant la première semaine de septembre 2019. Il a décidé d'inscrire les informations dans un tableau.
Fait que vous voyez, ici, j'ai déjà écrit mon titre. Température et millimètres de pluie de la première semaine de septembre 2019. Et là, vous voyez, il y a 3 colonnes. Hein? Donc ça, c'est un caractère parce qu'il y a plusieurs informations. On sait que le 1er septembre, par exemple, il a fait 25 degrés Celsius, puis il y a eu 5 millimètres de pluie. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un tableau de caractères. Maintenant, on va poursuivre avec les diagrammes à bande verticale et horizontale. Hein? On se rappelle, quand on parle de vertical, c'est de ce sens-là. On parle horizontal dans ce sens-là. Alors, diagramme à bande verticale, vous pouvez voir ici. Je vais vous montrer en fait tout ce que vous voyez avec les flèches, c'est vraiment les éléments qui sont importants lorsque vous allez en faire un. Il ne faut vraiment pas les oublier. Une fois de plus, notre titre. On met toujours des titres. Et on doit identifier notre axe vertical et notre axe horizontal. Hein? Ici, vous voyez, j'ai mis le titre, nombre de policiers et l'année. Ensuite, ça c'est un élément aussi qui parfois on oublie. Il faut vraiment faire des bons réguliers. Hein, ici, on fait 0, 10, 20, 30. Je ne pourrais pas décider de me dire, oh, je vais mettre 8, après ça, je vais mettre 14, puis après ça, je vais remettre 2, puis après ça, je vais mettre... On ne peut pas faire ça. C'est une règle. Quand on fait notre diagramme, il faut que ça soit toujours des bons réguliers. Ça peut être des bons de 2, de 3, de 4, de 10, de 100. C'est vous qui décidez, mais il faut que ça soit toujours le même bon. Tandis qu'ici, on va juste venir écrire nos autres données que eux, ça va, il n'y a pas de problème si ce n'est pas des bons réguliers parce que parfois, ça va aussi être des mots. Par exemple, ça pourrait être la pomme, l'orange. Ça, c'est correct. Et aussi, un autre élément qui est important, c'est que la distance entre les bandes doit être la même. D'accord? Si on laisse un carré, bien, on laisse un carré partout entre chaque. C'est hyper important. Maintenant, c'est le même principe si on poursuit, mais avec les diagrammes à bande horizontale. D'accord? C'est la même chose, c'est les mêmes éléments. Encore une fois, les bons. Par contre, là, les bons réguliers vont être en bas, puisque vu qu'on fait un diagramme à bande horizontale, nos données sont inversées. Ensuite, si on parle du pictogramme maintenant. Le pictogramme, en fait, la différence, c'est qu'on va utiliser un dessin ou un symbole quelconque pour représenter nos données. Donc, on doit encore une fois écrire notre titre. On doit identifier nos axes. Voyez-vous, titre des jeux, nombre d'élèves, c'est la même chose. Et ensuite, on doit choisir notre dessin. Voyez, moi, j'ai décidé ici, vu que c'était un jeu, de prendre le signe de pique. Bien, vous auriez pu décider autre chose, ce serait correct aussi. Ici, j'ai un petit symbole de pique qui représente 4 élèves. Ça, c'est ma légende qu'on appelle. Ça, c'est hyper important de toujours la mettre, puisque si vous mettez juste les symboles, sans la légende, j'ai aucune idée de ce que représente votre pique, alors je ne peux pas savoir le résultat. Donc ici, on a loup-garou, categories, Tidjo connaissant, la boulette. C'est des jeux qu'on joue parfois en classe. Donc, si je viens ici, par exemple, loup-garou, je sais que ce symbole-là représente 4 élèves. Alors, je viens 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai 5 symboles. Fait que je pourrais dire 5 fois 4. Et là, ça me donnerait 20. Fait que j'aurais 20 élèves qui aiment jouer au loup-garou. Et là, ensuite, si on vient ici, là, j'ai mon symbole qui est une demi. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un demi-pique. Alors, le demi, quand c'est la demi, c'est la moitié. Donc, on doit faire diviser par 2. Fait que je viens prendre mes 4 élèves, je divise par 2. Si j'obtiens 2 élèves. Alors ici, j'aurais 4 plus 2, j'aurais 6 élèves qui ont choisi le jeu Categories. Et voilà. Ah, ici, voyez-vous, j'avais mis un petit exemple, justement, comme que je viens de vous expliquer, que la demi représente toujours divisé par 2. Je vous l'avais déjà expliqué, donc on peut poursuivre. La moyenne maintenant. Comment on fait pour calculer une moyenne? D'accord? L'important, en fait, c'est qu'on va additionner toutes les données, puis on va diviser par le nombre de données qu'on avait au total. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Voici le résultat des élèves dans leur examen final. On les a ici. Donc, j'ai additionné toutes mes données. Ça m'a donné 580. Ensuite, j'ai regardé combien il y avait d'élèves qui ont fait l'examen. Alors, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'avais 8 élèves qui ont fait l'examen, j'ai donc divisé par 8 et j'ai obtenu le résultat de 72,5 qui est ma moyenne. Alors, c'est super important de toujours procéder de la même façon pour arriver à calculer notre moyenne. Et voilà, on a fait le tour de ce qui était du cahier Maths P103. Si vous avez des questions, je vous rappelle, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, passez une belle journée, bye bye!